Bien, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier Midi de la recherche de l'automne 2020. Donc, mon nom est Caroline Aubé, je suis directrice de la recherche et du transfert à HEC Montréal. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'entendre une conférence du professeur Pierre-Carl Michaud, une conférence qui s'intitule « La cigale et la fourmi, finances personnelles et publiques en temps de pandémie ». Donc, le professeur Michaud, qui est professeur titulaire au département d'économie appliquée, est également directeur de l'Institut sur la retraite et l'épargne et titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels. Donc, merci beaucoup, Pierre-Carl, d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Merci de prendre un peu de votre temps pendant votre dîner pour assister à cette conférence. Peut-être une petite remarque aussi d'introduction que ça fait un peu bizarre d'être devant une salle vide à l'école sans vous, mes collègues. On est une grande communauté à HEC et puis je pense que c'est important là, de se rappeler de temps en temps qu'on continue à faire de la recherche, on continue à enseigner. Puis aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter un peu ce qu'on a fait depuis le début de la pandémie, autant à l'Institut Retraite-Épargne qu'à la chaire de recherche. Donc, je vais passer à travers 3 faits marquants de la pandémie pour débuter. Le premier, on le sait tous, a fait les manchettes, énormément de décès. On voit rarement de l'évidence graphique qui nous le montre très fortement ce qui s'est passé en termes de décès au Québec pendant les semaines. Ici, donc, la pandémie, on voit bien la ligne rouge, là, les décès par semaine au Québec, et ça, c'est les décès totaux, ce n'est pas les décès déclarés COVID. On a eu une très forte hausse à partir de la mi-mars. Et les lignes grises qu'on voit, c'est la mortalité par les années passées à chaque semaine. Donc, on voit clairement ce qui s'est passé en termes de pandémie, 5 800 décès en excès. Donc, c'est 70 000 personnes généralement qui sont mortes dans une année ou qui décèdent dans une année, par exemple en 2019. Donc, 5 800, c'est quand même un gros chiffre. Donc, c'est un premier fait marquant. Hein, la pandémie a créé beaucoup de mortalité excédentaire. Et un des résultats importants au printemps, puis notre équipe a été une des premières équipes à parler de ça, à sensibiliser les décideurs à la nécessité d'avoir des données sur la mortalité excédentaire, les décès totaux, peu importe la cause de décès, pour qu'on soit bien capable de vérifier est-ce qu'au niveau de la santé publique, le ministère de la Santé, est-ce qu'on compte bien les décès quand on parle de mort COVID? Est-ce qu'il y a de la mortalité indirecte, et ainsi de suite? Et la conclusion, c'était que c'était à peu près là, en ligne avec ce qui était déclaré. Donc, si on se place au niveau international, vous en avez sûrement entendu parler, mais souvent, ça nous échappe. On regarde les États-Unis, on regarde d'autres pays, on voit plus de morts, on se dit, bien, finalement, ce n'est pas si pire ici, mais quand on ramène ça en normalisant par la taille de la population, on se rend compte que ça a frappé. On est un des endroits dans le monde où ça a frappé le plus fort, 678 décès par million au Québec. Et ça, c'est plus élevé qu'en Espagne, 647, plus élevé qu'aux États-Unis, 595, ou dans le reste du Canada, 243. Et peut-être ce qui est très important pour la suite, et puis l'analyse donc, de notre réponse à la pandémie, des effets économiques, c'est que 92 des décès, c'était chez des gens de 70 ans et plus. Donc, on va faire avoir une réponse par rapport à la pandémie qui va être de confiner le Québec, mais les décès, en grande partie, sont arrivés dans la population qui était à la retraite, donc qui était chez les plus de 70 ans. Deuxième fait marquant, c'est l'emploi. Comment est-ce qu'on a répondu à la pandémie? Bien, on a répondu en confinant le Québec. Ici, on vous montre l'emploi total par rapport au niveau de février, donc juste avant la pandémie. Et ce qu'on voit que par industrie, c'est que ça a frappé très fort. Il y a des industries comme l'hébergement, la restauration, la construction, où on a eu des baisses là, de plus de 40-50 %. Donc, historiquement, là, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça qui se passe sur une si courte durée. Baisse au total de 17 % en avril, donc par rapport à février. 367 000 nouveaux chômeurs, donc seulement au Québec, au mois d'avril. Ce qui caractérise aussi le Québec, ce qu'on ne montre pas ici dans le graphique, c'est qu'on a eu une chute plus forte au Québec. Donc, on a confiné rapidement tous les secteurs de l'économie. Et donc, on a eu une chute plus forte de l'emploi, mais une récupération plus rapide parce qu'on était aussi parmi les provinces canadiennes, là, ceux qui ont réouvert le plus rapidement. Et donc, on a eu un rebond quand même assez rapide de l'emploi. L'impact a été très, très, très variable d'un secteur à l'autre. Et ça, quand on va parler de politique économique, et en particulier de politique par rapport au soutien aux revenus,
Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir reconnaître. Il y a des secteurs qui ne récupéreront peut-être jamais, ou disons à très long terme, alors qu'il y a d'autres secteurs, on pense à la construction, par exemple, qui a récupéré en l'espace de quelques mois. Et maintenant, si on regarde l'emploi, l'emploi est plus élevé qu'il l'était en février dans ces secteurs-là et sur une base, si on compare par rapport aux années passées, aussi en hausse. Donc, il y a des secteurs qui ont rebondi rapidement, donc c'était quelque chose de rapide, de ponctuel, alors que d'autres secteurs passent probablement à travers des changements qui risquent d'être plus difficiles. Et finalement, quand on regarde aujourd'hui, quand on se place en septembre, les derniers chiffres qui viennent de sortir, l'emploi au Canada est de retour à 3,7 % du niveau de février. Donc, on peut dire qu'à l'aube de la deuxième vague, et on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir, en termes d'emploi, on est pratiquement revenu à un niveau d'emploi qu'on avait en février, sauf que ce que ça masque, c'est qu'il y a des secteurs qui sont structurellement maintenant soit détruits ou très durement touchés et qui vont avoir beaucoup de la difficulté à revenir. Troisième fait marquant, et ça c'est un fait canadien, c'est qu'on a donné aux ménages une aide historique ensuite au confinement. Donc ici dans le graphique, on vous montre la ligne en rouge, c'est le nombre d'applicants uniques à un programme du gouvernement fédéral, la prestation canadienne d'urgence. Et à droite, la ligne en bleu, c'est le coût total du programme. Et on a ça par semaine. C'est des données qui viennent d'Emploi et Développement social Canada. Et donc, le premier truc qu'il faut remarquer là, pour réaliser l'ampleur de ce qui se passait et la réponse qu'on devait avoir, c'est qu'en temps normal, on reçoit, il y a à peu près 250 000 demandes à l'assurance-emploi par mois. Et ce qu'on a eu dans le mois d'avril 2020, c'est 6,5 millions de demandes. Donc, imaginez si vous opérez d'un point de vue informatique ou d'un point de vue de logistique un programme d'assurance-emploi et que vous êtes habitué à 250 000 applications, tout d'un coup, vous en avez 6,5 millions qui rentrent d'un seul coup et on s'est rendu à un chiffre qui est presque 9 millions. Pour aussi mettre les dollars en perspective, le coût total de ce programme-là a été un coût d'environ, à terme, la PCU est terminée, maintenant il y a un nouveau programme qui a été mis en place, mais le coût total est de plus de 80 milliards. Et ça, on se perd des fois dans les milliards, les millions, c'est des gros chiffres. Pour comparer, le plus gros programme qu'administre le gouvernement fédéral est le programme de sécurité de la vieillesse, qui complète la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti. Et ça, c'est 53 milliards sur une base annuelle. Donc ici, on parle d'avril à septembre, la dépense qu'on a faite sur ce programme-là était de 80 milliards, donc plus élevé que la sécurité de la vieillesse. Donc, une aide historique qui était très différente d'ailleurs. Les autres pays, en particulier les pays de l'OCDE, ont eu tendance à soit réagir par un élargissement de l'assurance-emploi ou par des chèques ponctuels à tout le monde, donc quand on parle par exemple des États-Unis. Et donc, ici, ce programme-là était très particulier, puis on va y revenir. Alors, au début de la pandémie, notre équipe s'est dit, bon, ben nous, on étudie de manière générale autant la santé, la retraite, finances personnelles, marché du travail. Donc, on s'est dit, bien, ça serait peut-être intéressant de développer un programme de recherche autour de ces questions-là. Et bien sûr, il va y avoir éventuellement des articles académiques plus poussés, mais en termes de politique publique, ce qui est difficile pour des groupes comme nous, c'est qu'à court terme, on est très sollicité pour donner notre réponse rapidement sur des questions importantes. Et donc, on a mobilisé nos équipes avec le Cyrano pour répondre à 3 questions en particulier où, essentiellement, on nous demandait des réponses très rapides à court terme, mais bien sûr, on a formulé les questions puis les outils méthodologiques qu'on a développés. On le fait dans le but plus tard, par la suite, de faire des travaux académiques plus poussés où on ira peaufiner notre analyse. Ça veut dire aussi que quand on fait ce genre d'exercice-là, quand on va analyser les données, de temps en temps, on va falloir formuler des conclusions, des interprétations rapides des données qui vont changer à travers le temps. Puis, pour tous ceux qui font de la recherche en ligne, vous le savez que c'est un peu ça qui nous amène, le fait qu'on embarque dans un projet de recherche puis qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver à la fin, parce que très souvent, nos intuitions, on se rend compte plus tard que les résultats étaient un petit peu nuancés ou un petit peu plus différents que ce qu'on avait pensé au départ. Donc, je pense que c'est ça qui nous a motivés au départ, puis c'est ça qu'on trouve très, très intéressant. 3 questions qu'on a posées. La première, quel a été l'impact du confinement sur les finances personnelles des ménages? Et on a vraiment mis un focus sur les non-retraités parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'effet qu'a eu le confinement sur les finances publiques. Il y a eu bien sûr des effets chez les retraités, chez les jeunes enfants,
Mais ici, on va se concentrer sur les non-retraités pour, en particulier, voir les interactions entre le marché du travail et les finances personnelles. Parce que la PCU a été mise en place, ce gros programme, bien, on a voulu comprendre quelle a été l'incidence de la PCU sur les revenus et les effets sur l'incitation au travail. Pour ces deux premières questions-là, il n'y a pratiquement aucune donnée qui existait au Canada qu'on pouvait utiliser pour faire ça. Donc, on va voir qu'on a essayé de développer une enquête afin de pouvoir répondre à ces questions-là, des questions très, très, très importantes, autant après que ces programmes-là ont été mis en place pour comprendre ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, mais en même temps qu'on les développe pour avoir des discussions avec les décideurs publics pour essayer de comprendre est-ce qu'on est en train de faire fausse route, est-ce qu'on est dans la bonne direction, combien ça va coûter, et ainsi de suite. Donc ces deux questions-là sont importantes. Et la troisième question qui venait un petit peu après les deux autres, et on est en train de terminer nos analyses sur cette question-là, quels seront les impacts de la pandémie sur les finances publiques? Et y a-t-il lieu en particulier de s'inquiéter de l'endettement? Donc aujourd'hui, je vais présenter des résultats préliminaires de cette portion-là. Et dans les semaines à venir, il y aura une étude qui sera publiée par notre groupe. Donc, si on y va par question, donc impact sur les finances personnelles, le mot-clé pour nous était de réagir rapidement. Si vous vous rappelez, à la mi-mars, là, on regarde et on se dit, pour évaluer l'effet sur les finances personnelles, ça va être très difficile. Il n'y a pas de données qui existent. Les dernières données financières sur les ménages dataient de 2018, où on pouvait voir les actifs, les dettes et ainsi de suite des gens. Donc, clairement, ce n'est pas suffisant pour pouvoir couvrir la période de la pandémie. Donc, on a essayé de réagir très rapidement. On a mis en place très rapidement une enquête à grande échelle avec un panel qu'on utilise, Asking Canadians. Sans cette relation-là qu'on avait déjà bâtie avec eux, on n'aurait jamais réussi à le faire dans les temps parce que c'est assez long de développer un questionnaire, de le programmer. L'enquête visait les résidents du Québec âgés de 25 à 64 ans. Donc, on a fait une enquête quand même assez large, 3000 répondants pour une enquête de la sorte, qui ont répondu au questionnaire entre le 8 et le 20 mai. On s'est concentré sur le Québec. On aurait pu élargir aux autres provinces, mais à ce moment-là, étant donné ce qu'on pouvait se permettre en termes de répondants, ça aurait voulu dire moins de répondants au Québec et on avait des questions très précises sur ce qui se passait au Québec auxquelles on voulait répondre. Donc, on a fait ce choix-là de se concentrer sur le Québec. L'enquête visait trois objectifs. Donc, connaître l'état des finances personnelles avant la pandémie, faire un bilan le plus près possible juste avant la pandémie pour comprendre un peu c'était quoi la situation des ménages, comprendre comment les ménages ont été affectés par le confinement et comment ils se sont ajustés. Donc, ils ont plein de façons de réagir. Ils peuvent réduire leur consommation s'ils ont une chute de revenus. Ils peuvent reporter des paiements de dettes. Ils peuvent utiliser de l'épargne. Donc, on voulait comprendre un peu qu'est-ce que faisaient les ménages à ce niveau-là. Et aussi, on voulait voir comment ils utilisaient la PCU, qui l'utilisait, et ainsi de suite. Et finalement, comprendre les anticipations des ménages envers le futur. C'est quelque chose que je ne vais pas couvrir aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se retrouve dans les publications qu'on a faites. On a publié plusieurs courts articles au cours du printemps et de l'été. Et un article qui est apparu dans la revue de politique publique, la Canadian Public Policy, qui sort ces semaines-ci. Donc, le bilan financier des ménages avant la pandémie. Ici, j'ai essayé de vous résumer beaucoup de tableaux et beaucoup de choses pour aller à l'essentiel. Ce que j'essaie de vous faire ici, c'est de vous montrer un peu les différents, faire un peu comme on fait au niveau médical, un bilan financier. Regardez les revenus, les dépenses, l'épargne, les dettes des ménages. Mais j'ai séparé en deux groupes. Les groupes qui vont perdre leur emploi pendant la pandémie. Donc, un groupe où quelqu'un dans le ménage va perdre son emploi. Ça peut être soit le répondant ou le conjoint. Donc, la première colonne. Et la deuxième, s'il n'y a eu aucun changement d'emploi dans le ménage. Donc, les ménages non affectés par la pandémie au niveau de l'emploi. Première chose qui est intéressante, en termes de revenus, il n'y a pas vraiment de différence revenus avant impôt. Ça, c'est revenus avant impôt en 2019 entre le groupe qui va perdre son emploi et le groupe qui ne va pas le perdre. Donc, ça, c'était quand même intéressant parce qu'on a vu, ça a frappé plusieurs secteurs économiques, mais il y a des secteurs aussi où il y a des gens qui ont quand même des revenus très, très élevés qui ont été très affectés. On pense aux pilotes d'avion, aux gens qui travaillent dans le milieu aéronautique. Donc vraiment, là, de manière générale, revenu avant impôt en 2019, très similaire entre les deux groupes.
Les dépenses, cependant, plus élevées chez le groupe qui a perdu un emploi. Ce n'est pas la mer à boire, 630 de plus, c'est au niveau mensuel. Mais quand même, donc des gens qui, si on a le revenu avant impôt, il faudrait le passer après impôt, mais des gens qui consomment peut-être un petit peu plus en pourcentage de leur revenu avant la pandémie. En termes d'épargne, c'est là qu'on voit les plus gros effets. Il y a vraiment une grosse différence en termes d'épargne entre les deux groupes. Donc, le groupe, de manière générale, qui va perdre son emploi ou quelqu'un va perdre son emploi dans le ménage, va être un groupe où l'épargne était beaucoup plus faible avant la pandémie. Bien sûr, les moyennes, ça cache beaucoup d'hétérogénéité. Donc, si on regarde, si on essaie de compter combien de gens ont plus, quelle est la fraction de gens qui ont plus de 3 mois, qui peuvent couvrir 3 mois de dépenses avant pandémie avec leur épargne, c'est tout près de 56 dans le groupe où il y a quelqu'un qui a perdu son emploi, 58,4 dans l'autre groupe. Donc, pas une grosse différence. Beaucoup de gens, près de la moitié, sont capables de couvrir 3 mois de dépenses. Donc, ce n'est pas que les ménages qui ont perdu leur emploi, là, que tous ces gens-là étaient sur le point où ils ne seraient pas capables de couvrir des dépenses. Si on regarde un critère un peu plus serré, combien de gens sont capables de couvrir moins d'1 mois de dépenses avec leur... Donc, des gens essentiellement qui vivent au mois, là, hein, on en entend souvent parler. Donc, c'est 37 %, c'est quand même très élevé, et 34,7 % dans le groupe qui n'a pas perdu d'emploi. Donc, quand même une fraction très élevée, mais très similaire entre les deux groupes. Donc, ce n'est pas que les gens qui vont perdre leur emploi n'ont pas assez pour couvrir le prochain mois. C'est généralisé, mais c'est très élevé. Puis ça, je pense que ça doit revenir dans la discussion de manière générale en termes de politique publique. Hein. On pourrait voir, une façon d'interpréter ça, c'est de dire que la PCU était nécessaire parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont rien en termes de bas de laine pour se prémunir contre un choc, là, même si ça dure moins d'1 mois. Donc, une proportion importante. En termes, au niveau immobilier, pas grosse différence. Au niveau des cartes de crédit, des soldes légèrement supérieurs chez les gens qui ont perdu un emploi. Pas de grosse différence non plus en termes de ratio de dette sur revenu. Donc, de manière générale, beaucoup de gens qui sont en situation critique juste avant la pandémie, ce n'est pas tellement que le chômage a touché principalement des gens qui avaient des gros problèmes en termes de finances personnelles juste avant la pandémie, donc c'était plus généralisé. Et on reviendra à l'interprétation en termes de cigales et fourmis là, à la fin de la présentation. Qu'est-ce qu'ont fait les ménages? Les ménages ont fait plusieurs ajustements. Donc, ce que je vous montre ici, c'est dans la colonne référence, ça, c'est les ménages qui n'ont pas subi de changement en termes d'emploi pendant la période. Et on regarde essentiellement comment ils se sont ajustés. Donc, de manière générale, on voit une baisse des dépenses, on voit une hausse des contributions à l'épargne, au REER, au CELI. Donc, les gens ont épargné davantage. On l'a vu, le taux d'épargne est à un niveau historiquement élevé au début de l'été. Il y a quand même beaucoup de gens qui reportaient des paiements. Et même parmi le groupe qui n'était pas affecté en termes de perte d'emploi, il y avait quand même pas mal de gens qui ont utilisé les mécanismes qui ont été mis en place par les institutions financières là, de permettre de reporter des paiements, que ce soit hypothécaires, carte de crédit ou autres dettes. Il y a aussi des gens qui ont manqué des paiements. Et ça, il y en a toujours. Là. Il y a toujours des gens qui vivent des situations particulières. Et l'effet du changement à droite, donc c'est l'effet additionnel pour les gens qui ont perdu un emploi, puis ça contrôle pour plusieurs caractéristiques là, avant pandémie. Ce qu'on voit, c'est de manière générale une baisse encore plus forte des dépenses pour ces gens-là. Une utilisation de l'épargne, en particulier le CELI, c'est à peu près 700 $, 622 $ qui est utilisé en moyenne pour venir aider à combler les besoins de consommation. Et en termes d'autres épargnes, il ne se passe pas grand-chose, ce n'est pas significatif. On voit des signes négatifs, mais on ne voit pas grand-chose de significatif. Ce qui est vraiment marquant, puis ça, je pense que c'est un point qui peut noter dans la discussion, c'est que les institutions financières et le secteur bancaire, mais en général, ont probablement joué un gros rôle dans, si on veut, le lissage de la consommation de plusieurs ménages pendant la pandémie. Il y a eu beaucoup plus de reports de paiements hypothécaires parmi donc les gens qui ont perdu leur emploi, 13,6 points de pourcentage de plus. Beaucoup plus de reports de paiement de carte de crédit, beaucoup plus de reports de paiement d'autres types de dettes. Et bien sûr, une plus grande utilisation de la PCU. Il faut faire attention que la PCU,
Les critères d'éligibilité, c'était quand même particulier. Ce n'est pas nécessairement qu'on a besoin d'avoir perdu son emploi, mais il y a aussi l'impossibilité donc d'en occuper un qui vient entrer en ligne de compte, et donc, mais quand même une hausse très, très élevée de l'utilisation de la PCU parmi ce groupe-là. Donc, plusieurs moyens, et je pense qu'il ressort, qui est intéressant, c'est quand même l'utilisation des mécanismes mis en place par les institutions financières pour reporter des paiements, qui a probablement beaucoup aidé durant la pandémie. Si on se tourne vers la prestation canadienne d'urgence, ce qui est important, puis je vais faire appel un peu à ce qu'on a appris en économie, les principes de base, la théorie qui guide les choses. Par la suite, les choses peuvent se compliquer. On peut faire des modèles très raffinés de l'utilité d'un programme d'assurance-emploi quand on a des pertes d'emploi très, très, très élevées. On a des avantages et on a des inconvénients. Du côté des avantages, quand on met en place un programme comme ça qui garantit aux gens un revenu quand ils perdent leur emploi, l'objectif, c'est de fournir une assurance contre les fluctuations de consommation causées par le chômage. Et ça, c'est bénéfique, en particulier pour tous les ménages ou toutes les personnes qui ont une aversion pour le risque. Donc ça, mais en général, c'est l'avantage. Puis on peut le quantifier, on peut bâtir des modèles pour essayer de comprendre cet effet-là. Mais bien sûr, plus on rend la prestation généreuse, plus ça crée certains effets pervers qui vont augmenter le coût du programme. Une prestation trop élevée peut décourager le retour au travail, peut rendre les choses beaucoup plus compliquées. Donc, une espèce d'effet d'aléa moral qu'on dit en économie. Et donc, quand on met en place un programme comme ça, c'est les deux choses auxquelles il faut réfléchir, donc avantages et inconvénients. Et il faut balancer donc ces avantages et ces inconvénients-là. Et c'est déjà difficile en temps normal. Il y a une littérature énorme sur le système d'assurance-emploi, son design optimal, ainsi de suite. Imaginez en temps de pandémie, quand on fait face à un volume de 6,5 millions d'applications. Il faut mettre les fonctionnaires devaient mettre en place un nouveau programme en quelques semaines, donc très, très difficile de le faire. Qu'est-ce que l'air la PCU par rapport à l'assurance-emploi? On a souvent cette question-là. Donc, à quoi ça ressemble? Vous avez tous entendu parler que la PCU, c'est une prestation de 2 000 $ par mois qu'on peut obtenir pour un maximum de 4 mois à l'origine. Par la suite, ça a été étendu. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas pendant la pandémie, donc ici, il manquait un point. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas, en recevant la PCU, va recevoir 2 000 $. Et si on compare ça à l'assurance-emploi, ça dépend un peu, dans le cas de l'assurance-emploi, de notre revenu avant qu'on ait perdu notre emploi. Pour quelqu'un au salaire minimum, on reçoit environ 1 000 $ par mois. Et pour quelqu'un qui a quand même, on peut obtenir avec des revenus plus élevés par heure, l'équivalent de salaire horaire, on peut se rendre à 2 000 $ qui est le montant de la PCU. Mais généralement, donc, la PCU est beaucoup plus généreuse que le système d'assurance-emploi et couvre beaucoup plus de gens. Donc, un des problèmes avec la PCU, c'est qu'on avait aussi très peur d'avoir une couverture limitée de certains groupes. Donc, ça, c'est le premier effet. Donc, prestation plus généreuse, potentiel pour, donc, meilleure assurance, potentiel cependant pour des incitations de travail. Et il y a une récupération de la PCU qui a été très mentionnée, c'est-à-dire à partir de 1 000 $ mensuels par mois de gain de travail, on la perd complètement d'un seul coup. Et donc ça, historiquement, ou quand on fait le design de prestations, on essaie d'éviter ces situations-là parce que ça crée toutes sortes d'incitations. Et par exemple, quand on regarde le système d'assurance-emploi, on voit que la prestation en fonction du revenu elle diminue beaucoup plus lentement. Et des gens peuvent avoir jusqu'à 2 000, 2 500 $ par mois de revenus et quand même encore recevoir l'assurance-emploi. Et ça, c'est dans un contexte où le taux de chômage est très élevé, et que la durée est très longue. Donc, c'est ça qu'on a utilisé comme point de comparaison. Donc, en termes d'assurance et d'incitation, on s'attend à ce que la PCU procure une assurance potentiellement plus élevée. Cependant, on s'attend à des effets sur l'incitation au travail qui pourraient être plus élevés. Et là, ça, il faut regarder. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la PCU est imposable et donc elle interagit avec tout le système fiscal qu'on a au Québec et au Canada. Donc, c'est une prestation qui est compliquée. Les gens vont recevoir des chèques de 2 000 $ par mois, donc 500 $ par semaine, mais à la fin de l'année, en mars prochain, si c'est encore mars ou avril l'échéance, il y a beaucoup de gens qui vont devoir de l'impôt sur ces choses-là. Il y a aussi des prestations potentiellement qu'ils reçoivent à l'heure actuelle, des différents niveaux de gouvernement ou des crédits d'impôt qui vont être coupés parce qu'ils ont reçu de la PCU. Donc, il va y avoir quelque chose de très intéressant à regarder. Donc, nous,
quand on veut regarder les effets d'assurance et d'incitation, vous comprenez que c'est un exercice très compliqué parce qu'il faut prendre en compte la dimension fiscale pour regarder l'effet net de ces choses-là. Et à la chaire sur les enjeux économiques internationaux, on a développé un calculateur très, très détaillé pour le Québec, là, qui est disponible d'ailleurs en ligne, et qui nous permet de faire cette analyse-là sur des données très fines là, de la population. Premier effet d'assurance, on a voulu regarder, bien, pour quelqu'un qui va perdre son emploi, là, en moyenne, là, et sur une base annuelle, quel va être son revenu après impôt avec la PCU, divisé par, en rapport à son revenu s'il n'y avait pas eu de PCU, donc s'il y avait eu l'assurance emploi au lieu de la PCU. Et donc, par exemple, quand on voit des chiffres là, de l'ordre de 104 au plus bas de la distribution des revenus disponibles, donc ça veut dire que ces gens-là, s'ils perdent leur emploi, ils peuvent s'attendre en fait à avoir un revenu disponible à la fin de l'année, après impôt, plus élevé avec la PCU que s'ils avaient eu accès à l'assurance emploi. On remarque que les chiffres sont très élevés. Donc, peu importe qu'on regarde la PCU ou l'assurance emploi, ce sont des taux de remplacement qui sont très élevés. Donc, on avait déjà un système qui, sur une base annuelle, protège très bien. La PCU, bien sûr, a eu un effet énorme au bas de la distribution, donc a donné une protection additionnelle, et en particulier à des ménages qui n'avaient peut-être pas accès à la PCU. Donc, ce genre de calcul-là suggère qu'on a une augmentation donc, de l'assurance contre les pertes d'emploi de par l'expansion de l'éligibilité, mais aussi de par la générosité de la prestation au bas de la distribution. Donc, ça, c'est du côté des avantages. Puis nos travaux dans les mois à venir, c'est de quantifier un petit peu la valeur économique de ça. Si on va du côté des incitations, on a tous vu au début de la pandémie des études qui ont sorti qui montraient des cas types qui nous disaient bien, telle personne, tel étudiant s'y retourne travailler, essentiellement, il perd de l'argent, ainsi de suite. Nous-mêmes, on a commencé par des cas types comme ça. Mais on s'est rendu vite compte que quand on regardait la distribution des incitations dans la population, c'était beaucoup plus nuancé le jugement qu'on devait faire de l'impact de la PCU sur l'incitation au travail. Ce qu'on vous montre dans ce graphique-là, c'est essentiellement les chiffres, c'est le taux marginal d'imposition qu'on fait en retournant travailler. Donc, je vous donne un exemple. Dans la première barre ici en bleu, si je retourne travailler à 15 heures semaine, quel va être le taux d'imposition général que je vais avoir eu sur les revenus de travail que j'ai obtenus, et c'est à peu près 50 %. Donc, ça veut dire qu'avant la pandémie, quelqu'un qui retournait travailleur à 15 heures semaine payait environ un taux marginal d'imposition de 50 % sur ces gains de travail-là. Donc, c'est déjà très élevé. Ce n'est pas les taux statutaires qu'on voit dans la table d'impôt. C'est des taux effectifs qui prennent en compte toutes sortes de programmes sociaux. On voit qu'avec la PCU, avec l'assurance emploi, déjà, c'est plus élevé, en ayant une assurance emploi généreuse. Et ça, ici, c'est des petits, on a dit en anglais, des boîtes à moustaches en français, des box plots. Donc, ça nous donne un peu la distribution de ces choses-là. Et on voit qu'en rouge, on voit que c'est déjà plus élevé, 0 à 15 heures, 0 à, si on passe à un nombre plus élevé d'heures, c'est encore plus élevé à l'assurance emploi, et ainsi de suite. La PCU, qui est la barre verte, nous montre qu'est-ce qui se passe si on donne la PCU aux gens au lieu de l'assurance emploi. On remarque que de manière générale, c'est plus élevé qu'à l'assurance emploi. Donc, en moyenne, la médiane, c'est la petite barre à l'intérieur des rectangles. Donc, c'est plus élevé, mais il y a énormément d'hétérogénéité. Donc, il y a des gens pour qui l'incitation au travail, en fait, s'est améliorée avec la PCU. Il y a des gens pour qui elle s'est détériorée. En moyenne, ça s'est détérioré, mais il faut quand même faire ces bémols-là. Puis, quand on pense à la simplicité de la formule de la PCU, c'est quand même remarquable de voir qu'on a mis en place quelque chose qui, même pour certaines personnes, améliore les incitations. Donc, étant donné là, la difficulté de mettre en place une prestation, c'est quand même intéressant de voir cette hétérogénéité-là. Donc, dans nos travaux à venir, ça va être de mettre le motif d'assurance, le motif d'incitation au travail ensemble pour mieux comprendre là, comment on interagit les avantages et les inconvénients de la PCU. Effet sur l'emploi, comment est-ce qu'on fait pour regarder si ces incitatifs-là au travail ont un effet à la fin sur l'emploi? Ce qui est difficile, puis ici, je ne vais pas vous montrer de calcul, on a commencé à les faire, mais c'est très, très, très compliqué d'un point de vue économique, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le contrefactuel dans le cas de la PCU.
tout le monde était éligible en principe, ou la grande majorité des travailleurs étaient éligibles. Et donc, de dire, bien, voici ce qui est arrivé en termes de travail avec la PCU et qu'est-ce qui serait arrivé sans, bien, c'est très difficile de trouver qu'est-ce qui serait arrivé sans. D'abord parce que du côté de la demande d'offres de travail, les choses ont changé complètement. Donc, on ne peut pas comparer 2020 avec 2019. C'est très difficile parce que les employeurs ont aussi fermé. Il y a eu probablement une baisse des postes annoncés et ainsi de suite. Donc, de blâmer les travailleurs parce qu'ils ne sont pas retournés aussi rapidement au travail par rapport à l'année dernière, on manque probablement une partie de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de la demande. Il y a peu de données sur qui reçoit la PCU. Donc, avec l'enquête, on a été capable de regarder ça un petit peu davantage et c'est peut-être quelque chose qu'on va regarder dans le futur, mais il faut faire interagir la PCU dans cet environnement-là pour savoir qui a reçu la PCU. Pourquoi? Bien, la décision de demander la PCU, elle peut être endogène. Si on travaille dans un secteur où on sait que les conditions de demande de travail vont être très mauvaises pour plusieurs mois, bien, on est plus susceptible d'appliquer à la PCU, ce qui va faire en sorte qu'on va apparaître dans les données comme étant quelqu'un qui tarde à retourner sur le marché de l'emploi, mais c'est peut-être simplement parce qu'on a anticipé qu'on était dans une industrie où les conditions du côté de la demande d'emploi seraient assez limitées. Ce qu'on sait de la littérature, puis ce que nos résultats préliminaires démontrent, là, c'est bien sûr, on sait que tant sur le chômage, les programmes sociaux, il y a un effet de comportement. Donc, c'est sûr qu'il y en a eu un effet de comportement. La question, c'est est-ce qu'il a été important, est-ce qu'il a été faible? Et ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir identifier. On peut aussi simplement demander aux gens, et nous, dans notre groupe, on croit beaucoup en cette technique qui peut paraître naïve, très simple, mais qui en fait très souvent est très prédictive des comportements. Ce qu'on a demandé aux gens, et puis si on se place au mois de mai, on leur a dit, bien, dans une deuxième vague, si jamais vous perdez votre emploi, puis là, il y a tout un long texte là, que les gens doivent lire, si vous perdez votre emploi et puis qu'on vous donne une prestation pour un maximum de 4 mois, et si vous retournez au travail, vous perdez cette prestation-là, là, vous recevez une offre d'emploi qui est exactement du même style que vous aviez avant de perdre votre emploi, donc même emploi, quelle est la probabilité que vous retournez travailler? Donc, ça peut paraître naïf, mais quand même, ça va à l'essentiel en termes de découvrir les questions d'incitation. Et ce qu'on remarque, c'est que 60 des gens nous disent oui, c'est plus que 95 de chances que j'accepterai l'emploi. Mais le point, c'est que c'est seulement 60 Donc, il y a quand même 40 de ces gens-là au mois de mai qui nous disent bien, il y a une probabilité, je ne suis pas certain que je retourne en l'emploi. Et donc, à partir d'intentions comme ça et d'autres types de données, bien, on peut suspecter qu'il y a quand même eu un effet sur l'incitation au travail. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les mois à venir, là, de bien quantifier ces effets-là. Mais ça nous donne de l'évidence un petit peu indirecte qu'il y a quelque chose. C'est sûr, si on se fait donner un gros montant d'argent, si on reste à la maison par rapport à retourner travailler, il y a un point où tout le monde, on va décider de rester à la maison. Donc, la question, c'est est-ce que 2 000 $, c'est suffisant pour créer ces effets-là? Je vais terminer avec ça sur la PCU. PCU et l'épargne. Le montant d'épargne moyen que les gens qui reçoivent la PCU ont. Donc, vous voyez la distribution par décile de revenus. Ce sont tous des gens qui nous disent recevoir la PCU en mai. Et on voit quand même que les montants d'épargne moyens sont élevés, en particulier au haut de la distribution. Il y a quand même pas mal de gens qui reçoivent la PCU au haut de la distribution. Donc, ce qu'on a calculé, c'est de ceux qui recevaient la PCU en avril, combien avaient un montant équivalent à 4 mois de PCU en épargne liquide, donc que ce soit REER, CELI, compte d'épargne, et c'est plus de la moitié. Donc, la moitié des gens qui reçoivent la PCU avaient un montant équivalent. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que tous ces gens-là, on n'aurait pas dû leur donner de PCU, mais ça l'amène de l'eau au moulin pour la discussion, à savoir est-ce que la PCU est-ce qu'il manquait de ciblage? Est-ce qu'on a manqué en termes de cibler la prestation pour aller aider les gens qui en ont le plus besoin, puis peut-être à moindre coût. Je vais terminer avec les impacts sur les finances publiques, parce que tout ça a des incidences. Toute l'aide qu'on a donnée au printemps, puis bien sûr le ralentissement de l'économie, ça a des impacts à court terme, certes, mais ça peut aussi avoir des impacts à moyen et long terme. Ce qui est important ici, c'est de réaliser qu'avant même la pandémie, et puis pour comprendre là, les discussions en termes de politique publique à Ottawa et à Québec, avant même la pandémie, on avait deux approches très différentes par rapport aux finances publiques. À Ottawa, en termes économiques, c'est la théorie le coût de la dette est plus faible que la croissance économique.
Donc, c'est une théorie très bien établie en économie qui est de dire, bien, tant que les taux d'intérêt sont bas, on peut faire des déficits et en même temps voir l'endettement en pourcentage du PIB demeurer constant ou diminuer. Hein? L'idée, c'est si l'économie l'année prochaine a cru de 10 puis ça me coûte seulement 3 en termes d'intérêt sur la dette, bien, mon ratio dette-PIB l'année prochaine, si je ne fais pas de déficit, il diminue. Donc, je peux faire des déficits et tant que la croissance économique est au rendez-vous, je peux soit garder constant mon endettement ou même le diminuer. Donc, ça, c'est important. C'est une direction prise à Ottawa avant même le début de la pandémie. Il n'y a pas de règles budgétaires à Ottawa, donc on n'est pas pris par des questions de déficit zéro, de loi sur l'équilibre budgétaire et ainsi de suite. Il y a un ratio l'évolution du ratio dette-PIB. Donc, on a eu une réduction dans les dernières années et c'était principalement dû à la croissance économique, donc d'où la théorie là, qui a été adoptée. Donc, malgré qu'on faisait des déficits, le ratio dette-PIB baissait parce qu'on avait une croissance économique soutenue. Et en général, et ça c'est important pour la discussion, les dépenses au niveau fédéral, quand on les regarde poste par poste et l'évolution sur les 5 dernières années, tout croît à peu près au même rythme que le PIB. Donc, si les revenus croient au même rythme que le PIB, on n'a pas de problème structurel au niveau fédéral à long terme, tant que les dépenses qu'on fait en temps de pandémie sont ponctuelles puis qu'on n'ajoute pas là, à l'épicerie. Donc, de ce point de vue-là, la situation avant pandémie est très différente au niveau fédéral. Au niveau provincial, bien, je dirais que c'est davantage la théorie de l'élimination des déficits structurels. Hein. Le gros mantra, c'est d'éliminer les déficits structurels. C'est un peu l'épicerie, ça veut dire les programmes. Hein. Si, juste pour payer le coût des programmes, on est toujours en déficit d'année en année, bien, ça, on veut éliminer ça et on veut s'en tenir à des déficits ou des surplus conjoncturels. Et ça vient un peu de l'établissement des règles budgétaires, soit suivant la loi à l'équilibre budgétaire et le fonds de génération. On accumule une réserve de stabilisation qui est fictive, mais qui nous rappelle que durant les bons moments, on a fait des surplus. Et ça nous donne de la marge de manœuvre pour quand on va être en récession, de pouvoir s'endetter. Et c'est une espèce d'aide-mémoire comptable qui nous permet de seulement suivre les déficits ou les surplus conjoncturels plutôt que structurels. On a eu une réduction plus agressive du ratio dette-PIB au Québec qu'au niveau fédéral, et en particulier parce qu'on a utilisé ces règles-là. La situation est très différente aussi en termes de structure des finances publiques à Québec par rapport à Ottawa. C'est que les missions, les dépenses du gouvernement du Québec, elles ne croient pas tous au même rythme que le PIB. Tant la santé que l'éducation ont des taux de croissance plus élevés que le PIB. Et donc, ça fait en sorte que quand vos revenus augmentent au niveau du PIB et vos dépenses augmentent à un rythme plus élevé, bien, il y a un déficit structurel qui va toujours pondre à l'horizon dans le futur. Donc, ça reste comme étant quelque chose qui est là. Malgré l'utilisation donc, de règles budgétaires et du Fonds des générations, on a ce problème-là structurel qui est devant nous ici au Québec. Donc, en temps de pandémie, les réactions sont très différentes à Ottawa, d'importantes dépenses de soutien de revenus. Hein. Le gouvernement fédéral, c'est lui qui a fait les chèques en grande partie, qui a aussi aidé les entreprises à travers la subvention salariale, entre autres. Des transferts ponctuels aux provinces très importants. Et ce dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, des effets à prévoir sur les revenus autonomes du gouvernement fédéral, tout comme le gouvernement provincial, donc que ce soit les revenus d'imposition des entreprises, des particuliers, des taxes à la consommation. Et le déficit anticipé pour 2020-2021, selon les chiffres du directeur parlementaire du budget, 350 milliards, et ça, quand on le place par rapport au PIB, 17 %. Donc ça, c'est très, très, très élevé, même par rapport à d'autres juridictions. Donc, déficit très important. À Québec, on n'a pas réagi de la même façon, puis on n'a pas la même marge de manœuvre. Donc, d'importantes dépenses additionnelles, surtout en santé et en éducation. Certaines de ces dépenses-là ont reçu de l'aide d'Ottawa. Soutien des entreprises, souvent sous forme d'aide directe, donc des programmes plutôt directs qui ont été mis en place au ministère de l'Économie. Il y a aussi des effets importants à prévoir sur les revenus autonomes, déficit anticipé pour cette année de 3,2 % du PIB, donc beaucoup plus petit qu'au niveau fédéral. Avant de passer à la soutenabilité, puis terminer avec peut-être ce point-là, l'important ici, quand on juge ces déficits-là, c'est de se dire, bien, au niveau fédéral, si la pandémie se résorbe l'année prochaine, oui, il y a un ratio dette-PIB plus élevé, mais la structure des dépenses et des revenus du gouvernement fédéral est telle que c'est soutenable à long terme. Donc,
quand on parle de la capacité d'endettement du gouvernement fédéral, ce n'est pas tellement seulement de regarder le ratio dette-PIB, c'est de dire, bien, quand on regarde la structure des finances publiques au niveau fédéral, il y a une soutenabilité accrue. Bien sûr, il y a des limites à s'endetter, mais c'est une situation qui est plus enviable. À Québec, bien, même si on fait des déficits plus petits, il y a quand même des grandes questions au niveau de la soutenabilité à long terme. C'est très intéressant de regarder ce qui se passe quand on s'endette. Hein. Les marchés financiers, c'est souvent un des meilleurs juges. Donc, pas tout le temps, mais parfois, un bon juge du risque qui est associé à l'endettement. Donc, ici, je vous montre des taux obligataires journaliers, là, autant à des échéances de 10 ans que de 30 ans. Québec, Canada, États-Unis, quelques autres provinces canadiennes. Quand on remarque qu'on a une baisse séculaire, même depuis le début de 2019, de ces taux-là, donc nos coûts d'endettement baissent. Et avec la pandémie, bien sûr, il se passe quelque chose d'assez important. Les taux sur les obligations 10 ans canadiennes chutent de manière dramatique. Et ça, bien sûr, c'est dû à une intervention. Ça ne s'est pas fait naturellement. La Banque du Canada a acheté beaucoup d'obligations fédérales. Et quand on regarde ce changement-là, au départ, on voit une baisse au niveau des taux de rendement sur les obligations 10 ans canadiennes et américaines. Regardez les provinces, ça jump par en haut. Donc là, ça part vers la hausse. Il y a des émissions d'obligations à Terre-Neuve qui ont de la misère à trouver preneur. Oups, là, vous voyez que les taux augmentent et les taux à 30 ans aussi augmentent. Et donc, la Banque du Canada a aussi mis en place un programme d'achat d'obligations provinciales au niveau des provinces et a commencé à racheter des obligations. Quand on rachète des obligations, quand on achète des obligations, on fait hausser le prix, ça fait baisser le rendement. Donc, c'est essentiellement une manière de maintenir les taux faibles en ajoutant au livre un grand nombre d'obligations. Le message ici que je veux soutenir, c'est que la prime, la différence de coût de rendement entre les provinces et le gouvernement canadien a augmenté suite à la pandémie. Il y a peut-être un jugement, et ça va être analysé, il y a un jugement des marchés financiers que les finances publiques provinciales, quand même, sont à risque. Il va falloir les suivre de manière très importante dans les mois à venir. Par rapport au niveau fédéral, où on voit les taux 30 ans, même s'il y a eu une chute rapide à un moment donné, on est revenu sur la tendance séculaire d'une baisse des taux à 30 ans, qui sont souvent un bon juge là, pour juger de la soutenabilité budgétaire à très, très long terme. Donc, les taux devraient remonter à terme. La question, c'est quand, et je ne suis pas un macroéconomiste, mais il y a des travaux intéressants à faire à ce niveau-là, au niveau canadien puis au niveau des provinces. Est-ce soutenable? Je vais passer assez rapidement, mais de manière générale, on avait déjà un défi de soutenabilité au Québec. La COVID fait que devancer cet échéancier-là. Nos calculs, c'est que quand on augmente la dette, les coûts de la dette augmentent. Et il y a une sensibilité quand même assez substantielle. Pour 10 points d'augmentation de la dette PIB, on a des coûts additionnels en termes de service de la dette, donc simplement ce qu'on paie sur la dette, d'à peu près 300 millions. Donc, vous voyez un peu qu'il y a quand même une certaine élasticité à ce niveau-là. Puis, il faut faire attention, c'est très non linéaire, ces choses-là. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Et historiquement, là, l'écart de rendement, la prime de risque québécoise a quand même assez bien suivi là, le ratio d'endettement. Donc, nous, on va publier un rapport très bientôt sur ces questions-là et on pense que ça va être, c'est quelque chose qu'il faut regarder là, dans les mois à venir ou dans les années à venir, de vraiment regarder ces questions-là de soutenabilité. Les taux d'intérêt faibles, on en parle toujours comme une bonne nouvelle, mais ça ne fait pas que des heureux. En particulier, le portefeuille des caisses de retraite, des compagnies d'assurance contiennent une part importante d'obligations gouvernementales. Et des taux d'intérêt bas, ça veut dire que ce qu'on doit en termes d'obligations, donc il faut financer encore plus davantage pour rencontrer nos obligations à long terme. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Donc, on a une révision de manière générale des hypothèses actuarielles. Et ça, c'est peut-être la crise dont on n'entend pas encore parler. On n'en parle pas beaucoup. On parle des finances publiques, mais ça va venir dans les mois à venir, dans l'année à venir, une discussion importante sur plusieurs régimes qui vont avoir des grandes difficultés ou des plus grandes difficultés à se financer de par cette baisse séculaire des rendements. Donc, on peut prévoir une détérioration des ratios de solvabilité, hausse des cotisations, on l'a vu au régime HEC, mais dans d'autres régimes aussi. Donc, c'est à prévoir dans les années à venir. Donc, taux d'intérêt bas, ça peut aussi vouloir dire hausse du coût de ce qu'on doit là, en termes de promesses ou d'obligations. Les solutions de décaissement pour la retraite aussi sont beaucoup plus chères qu'elles l'étaient, donc que ce soit les rentes viagères, d'autres solutions sont plus dures à financer, donc elles augmentent. La prime par rapport aux obligations demeure, elle, la même,
mais ça veut dire quand même que c'est des solutions aussi qui deviennent plus chères à financer. Donc, tout ça, ce petit tour d'horizon-là, pour revenir sur la fable de La Fontaine, qui était le titre accrocheur, je voulais m'assurer qu'il y ait des gens qui viennent écouter. Donc, on avait essayé de trouver un titre qui résumait quand même assez bien quand même le message ou l'esprit dans lequel il faut se mettre pour réfléchir à ces questions-là. Et on fait les constats suivants. La nécessité pour le gouvernement d'intervenir au début de la pandémie, ça a probablement aidé plusieurs cigales, plusieurs personnes qui étaient mal préparées, qui avaient très peu d'épargne pour subvenir à une crise de la sorte. Donc, ça, c'est du côté des bonnes nouvelles. C'est clair qu'il y a eu une intervention qui était probablement justifiée à ce niveau-là. Mais parce qu'on avait un manque de ciblage, bien, il y a beaucoup de fourmis aussi qui en ont profité, beaucoup de gens qui ont réussi à obtenir des mesures d'aide, qui en fait, bien, quand on regarde, on fait une réflexion plus générale, le coût du programme a été très, très, très élevé. Avec la PCU et sa nouvelle mouture, le débat, selon nous, il devrait se situer davantage au niveau du partage optimal de risques entre les citoyens et l'État. Ce n'est pas de dire ici que tout le monde aurait dû utiliser leur épargne et qu'on n'aurait pas dû mettre en place la PCU, mais il y a un certain débat à avoir sur le niveau optimal de protection contre ce genre de risque-là qui risque de survenir de plus en plus dans le futur. Et trouver un système où on réussit quand même à avoir quelque chose qui est soutenable du point de vue financier, mais qui réussit à aider les gens qui en ont vraiment besoin. Puis il faut se demander, d'un point de vue macroéconomique, jusqu'à quel point, dans une récession, on veut lisser la consommation des ménages, donc, et pour qui. Ces interventions massives, ils ont un coût d'opportunité plus élevé que les taux d'intérêt suggèrent. D'abord, du point de vue de l'investissement privé, souvent, on remarque des effets d'éviction importants. Donc, ça peut vouloir dire croissance plus faible à long terme. Donc, il faut faire attention quand on travaille de ce côté-là. Malgré ces interventions massives, il y a peut-être un coût d'opportunité dont on parle moins, qui est celui qu'en agissant très fortement à la première vague, au début de la pandémie, bien, on risque, ou il y a un risque, ou il y a un danger de diminuer notre capacité dans le futur à agir devant une deuxième, une troisième vague ou une nouvelle pandémie, parce qu'on aura peut-être agi trop fortement à la première. Bien sûr, c'était notre première expérience en termes de pays, et tous les pays ont vécu la même situation, mais je pense qu'il va falloir avoir une bonne discussion à ce niveau-là, bon débat. Et la question, c'est serons-nous des cigales ou des fourmis collectivement pour les prochaines pandémies? Merci. Je voudrais juste remercier là, les membres de l'équipe. Je le laisse là, les membres de l'équipe qui ont participé au projet, nos étudiants, les collègues qui nous ont aidés dans nos réflexions. On a besoin de nos collègues souvent pour tester des idées. Et le Cyrano qui nous a aussi beaucoup aidés à diffuser nos travaux et à les rendre pertinents. Merci. J'ai une question de Christian. Bien que les municipalités ne peuvent faire de déficit, avez-vous évalué les coûts qu'a entraîné la pandémie pour les municipalités québécoises? Non. Non, ça serait une question, ce serait quelque chose qu'il faudrait faire. C'est difficile au niveau des données, mais c'est quelque chose à faire. C'est clair. Très bonne question. Face aux participants, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'outil chat et je vais les poser à M. Michaud. On a encore à peu près 10 minutes de questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Tout est clair, ils sont d'accord avec tout ce qui s'est dit. C'est bien. Ça me surprend de mes collègues quand même. Et tout le monde veut peut-être aussi un petit 10 minutes avant de pogner la prochaine réunion à 1h, donc je les comprends aussi. J'ai des commentaires pour dire la présentation est trop claire de M. Gagné. J'ai une autre question de Mme Ray-Baudelot. Comment se comparent les décisions du Canada avec les autres pays? Bien, j'ai fait allusion, le Canada a fait le choix d'instituer des nouveaux programmes administrés par l'Agence de revenus du Canada en termes d'aide. Donc, c'est clair qu'à ce niveau-là, ça a été très différent. En termes de mesures de santé publique, bien, je pense que vous avez vu le genre de discussion qu'on a eues. Il y a des pays là, qui ont suivi des approches similaires, d'autres moins. C'est des décisions très difficiles en ces temps-ci. En termes d'emploi, je crois qu'il y a la majorité des pays, que ce soit en Europe, ici, aux États-Unis, ont tous été très affectés.
Donc, je pense de manière générale, tout le monde a été très affecté. Il n'y a pas vraiment de champion qui ressort comme ayant réussi là, à passer le test, là, de passer à travers ça sans hécatombe. Tout le monde était à l'essai et erreur. Puis je pense aussi dans notre jugement des décideurs publics, je pense aussi qu'il faut se garder une petite réserve aussi de s'imaginer que c'était peut-être pas difficile. Mais pour l'avenir, je pense qu'on peut être un petit peu plus dur avec eux, puis peut-être avoir un bon débat, faire des bonnes études pour essayer de peut-être alimenter là, la discussion pour ce qui va venir pour la suite. Selon vous, la nouvelle version de la PCU qui est entrée en vigueur cette semaine est-elle mieux adaptée aux besoins de la population que celle du printemps? Oui, il y a des discussions intéressantes, puis c'est encore trop récent de notre côté. Là, on n'a pas eu le temps vraiment de commencer à analyser ça, puis c'est souvent un peu le problème avec la recherche, c'est que des nouvelles affaires qui rentrent, puis là, on est à un rythme exponentiel hein, depuis mars. On est habitué à avoir une proposition de politique, et puis la politique est mise en place 1 an plus tard, donc on a le temps de l'étudier, on a le temps de raffiner nos évaluations. On commence juste à ressortir de la PCU puis à comprendre les effets. Et puis, étant donné ce que j'ai dit sur les effets sur l'incitation de la PCU, qui n'étaient pas tout à fait évidents, puis peut-être des fois même ont été contre-intuitifs, je vais me garder une petite gêne sur la prestation canadienne pour la relance, parce qu'il y a quand même, on voit des effets, là, j'ai commencé à voir sortir des choses où ce n'est pas tout à fait clair. Ça améliore potentiellement les incitations de travail pour certains groupes, mais pour d'autres moins. Il y a toute la question des travailleurs autonomes, donc il y a plusieurs questions en suspens en ce moment. Ça va être intéressant de les étudier. On risque de se tourner vers ça, malgré notre capacité limitée. Mais clairement, là, ça doit faire partie de la discussion parce que là, on a comme transité d'une PCU à une espèce de PCU là, mélangée au système d'assurance-emploi. Et en ce moment, ce n'est ni une assurance et ce n'est ni un revenu minimum garanti, mais on est en train d'établir là, une espèce de prestation qui, à long terme, rentre dans notre système d'assurance sociale. Et ça va prendre du temps à l'analyser. Puis pour les provinces, ce n'est pas facile, ce genre de prestation-là, parce que ça a toutes sortes d'effets sur l'aide sociale, sur l'assistance sociale. Donc, beaucoup d'analyses à venir sur ça. Nous avons une autre question de M. Ananou. Aurait-il été pertinent d'exiger que les citoyens utilisent d'abord leur CELI avant de pouvoir recevoir la PCU? Bien, nous, on a très tôt, dans l'enquête, on avait ciblé cette idée-là. Nous, c'était du côté des REER. Du côté des CELI, on n'a pas vraiment d'incitation à faire parce que c'est déjà libre d'impôt. Donc, les gens pourraient essentiellement l'utiliser. Le gouvernement aurait pu dire, vous n'avez pas droit à la PCU si vous avez un CELI. Bon, c'est un peu compliqué, là. Puis c'est le système informatique ou le système d'information, notre système d'information fiscale est annuel. Et sur une base annuelle, on a très peu de données, même du point de vue des fonctionnaires, sur ce qui se passe mensuellement, sur comment les choses évoluent, puis sur les actifs des gens et ainsi de suite. Donc, c'est très difficile, ces questions-là, de regarder ça. Du côté des REER, nous, on disait, il serait possible, par exemple, d'exenter une petite portion, là, on ne dit pas tout, mais une petite portion des sorties du REER de l'impôt, de différer ces impôts-là dans le futur, de telle sorte que les gens qui voudraient l'utiliser d'abord auraient peut-être une incitation à le faire. Maintenant, est-ce que ça aurait été des gens qui l'auraient utilisé pour la consommation ou c'est des gens qui l'auraient sorti pour le mettre dans un CELI après pour éviter l'impôt? Ça, ce n'est pas clair. On a posé la question dans l'enquête, on a présenté des scénarios aux gens. Il y avait 25 des gens qui avaient un REER qui l'auraient utilisé, cet avantage-là. Quand on a regardé c'était qui, on ciblait quand même, il y avait quand même des gens qui étaient un peu pris d'un point de vue financier. Donc, ça aurait peut-être aidé certaines personnes. Mais je reviens à la base, ce qui est très difficile pour le gouvernement dans la mise en place de programmes comme ça, c'est son système d'information. Comment mettre en place ces règles-là d'éligibilité quand on observe les choses seulement au niveau annuel ou ainsi de suite? C'est ça qui est... Et je pense qu'il y a des efforts qui sont faits en ce moment pour essayer là, de développer des meilleurs systèmes pour qu'on puisse avoir ces informations-là, parce que les règles qu'on va implémenter sont tout le temps tributaires de l'information qu'on a. On a beau dire, vous n'avez pas le droit de collecter ça si vous avez telle autre chose, mais si on n'est pas capable de le vérifier, on ne peut pas le faire. Donc, je pense que c'est une des grosses difficultés techniques, là. Pensez-vous que la situation actuelle va relancer le débat autour justement d'un revenu minimum garanti? Je pense que ça a déjà commencé avec le discours sur le discours du trône, avec d'autres éléments de discussion. Donc, c'est clair que c'est en place, en quelque sorte. Là, la barrière, les gens qui veulent mettre en place, puis sans me prononcer moi-même, là, mais les gens qui veulent mettre en place un revenu minimum garanti, ce qui leur manquait, c'était le véhicule.
Et là, le véhicule, maintenant, il est mis en place d'une manière semi-permanente, parce que là, la prestation pour la relance, on est plus sur le long terme. Donc là, ce qui est toujours difficile en politique publique, c'est le biais du statu quo. C'est-à-dire, c'est très difficile d'instaurer une nouvelle affaire. Il y a plein de barrières. Là, la barrière, il y a une des grosses barrières qui est partie, c'est-à-dire qu'on a déjà une prestation qui ressemble un peu à ça, qui est sans être ça, parce qu'il y a quand même encore des critères d'éligibilité et ainsi de suite. Mais les bases sont mises en place et donc il risque d'avoir une discussion dans les années à venir sur cet enjeu-là. Et si les gens sont prêts à financer des dépenses, comme on l'a vu avec la PCU ou d'autres, bien, peut-être que c'est une option à envisager, mais on va devoir faire des analyses très fines sur ça. Puis les provinces, ils risquent d'avoir une bonne discussion aussi avec les provinces sur cet enjeu-là, parce que beaucoup de programmes d'aide sociale se passent au niveau des provinces. Donc, ça va peut-être être une fenêtre de discussion qui va s'ouvrir au niveau de nos merveilleuses relations fédérales-provinciales. Laissez ça à Robert comme finale. J'ai une question de M. Josu. Désolé si j'ai écorché votre nom. Pour améliorer l'incitatif au retour au travail, aurait-il été pertinent de moduler la PCU en fonction des revenus gagnés précédemment pour ceux qui ont perdu leur emploi? Oui, tout à fait. Là, il y a toutes sortes de formules qui auraient pu être mises en place. Et on appelle ça, en termes d'analyse du revenu minimum, et donc on appelle ça il y a un triangle d'impossibilité avec ce genre de prestations-là. C'est qu'on veut qu'elle soit très généreuse, on veut que ça ne coûte pas trop cher, puis on veut que ça l'incite au travail. Et on peut juste avoir 2 de ces 3 choses-là. On ne peut pas avoir les 3 en même temps. Donc, si on aurait voulu, par exemple, maintenir le coût, mais donner une meilleure incitation au travail en la faisant diminuer plus lentement, bien, il aurait fallu baisser sa générosité au départ, ce qu'on ne voulait pas faire. Donc, on est toujours pris là-dedans, et la discussion sur le revenu minimum, ça va être le même genre de discussion. Et seulement d'élargir la PCU, de la laisser descendre plus lentement à partir de 2 000 $, bien, c'est sûr, ce qu'on laisse tomber, c'est le coût. Ça coûte plus cher. Le directeur parlementaire du budget l'avait évalué. Donc, c'est le genre de triangle d'impossibilité qu'on a. Il y en a plusieurs en économie comme ça, parce que les gens ont tendance à maximiser sans contrainte, puis il y a des contraintes. Donc, on va prendre peut-être la dernière question de M. Candian. Ce serait intéressant d'un point de vue macro de connaître comment la situation financière des ménages influence leur décision de dépenser la PCU plutôt que d'épargner. Avez-vous des données pour analyser cela? Au niveau micro, oui, tout à fait. On pourra se parler, Giacomo. Très bien. Donc, je voudrais remercier à nouveau Pierre-Carl pour sa générosité aujourd'hui. Ce fut une présentation extrêmement pertinente et très bien communiquée. Donc, un énorme merci, Pierre-Carl. Puis, j'en profite aussi pour vous donner un rendez-vous. Donc, le 2 décembre, nous aurons notre prochain midi de la recherche. Et c'est la professeure Claudia Reboledo, du département de gestion des opérations et de la logistique, qui nous fera une présentation avec une collègue sur le thème des emballages écologiques. Donc, on a bien hâte de vous retrouver. Puis, merci encore de votre présence aujourd'hui. Au revoir.